remarques et l'analyse de marché de Frédéric Ducrozet qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Merci d'être avec nous à distance. L'événement du jour, l'événement politique du jour, ce sera relativement tard pour nous, mais les annonces de Joe Biden, très attendues évidemment. Les marchés n'aiment pas la politique, mais les marchés sont attentifs aux décisions politiques qui ont des impacts sur la gestion sanitaire et sur l'intensité de la relance aux États-Unis. Quel est le signal que les marchés attendent en provenance de Washington aujourd'hui, Frédéric ? Les marchés sont dopés à ces annonces successives de relance budgétaire. Donc on annonce 1000 milliards, 2000 milliards. Finalement, les chiffres, on s'y perd un petit peu parfois. Il y a des risques également de double comptage. Mais néanmoins, cette première annonce d'un ordre de grandeur, peut-être d'un paquet budgétaire de l'ordre de 2000 milliards, elle était quand même clairement au-dessus des attentes. Donc c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est certain. Il y a la question de la séquence. Il y a la question de la composition de ce paquet de mesures qui, pour le coup, est très incertaine encore à ce stade. Politiquement, Joe Biden pourrait tenter peut-être de tout faire passer d'un coup, entre guillemets, avec le joker qu'il a notamment maintenant au Sénat, et pour espérer peut-être le paquet le plus gros possible en termes de relance. Et en termes de composition, je pense que le gros point d'interrogation pour les marchés, c'est les perspectives ou non de hausse d'impôts pour les entreprises notamment. Elles ne sont pas nulles. On peut imaginer que ces hausses d'impôts seront peut-être plus faibles et peut-être même décalées dans le temps par rapport à un programme démocrate plus radical. Mais elles pourraient constituer le seul bémol à un plan de relance qui, par ailleurs, s'annonce très ambitieux. Bon, on verra le détail, effectivement, les priorités, comme vous le dites très bien, la séquence, le calendrier politique de Joe Biden. Est-ce qu'il peut tout faire passer d'un coup ? Est-ce qu'il faudra séquencer et réserver peut-être les priorités à la relance et au soutien à l'économie avant les questions de fiscalité ? Ce sera quand même un enjeu important pour les marchés, d'autant que le débat de marché aujourd'hui porte, Frédéric, vous le savez mieux que personne, sur la pontification de la courbe des taux aux États-Unis, le niveau des taux longs américains, alors qu'ils se sont détendus un peu ces dernières heures, mais c'est vrai qu'on est monté quasiment jusqu'à 1,20, je crois, un nouveau plus haut depuis la pandémie. Comment vous regardez ce débat ? Est-ce que la pente se redresse trop vite sur les taux américains ? Et quelles sont les questions ? Qu'est-ce qu'on a intégré à ce stade avec le niveau des taux américains qu'on peut observer ? On a probablement intégré beaucoup, effectivement, cette idée de réflation de l'économie, de relance à la fois de la croissance, des perspectives d'inflation. On l'a dit depuis plusieurs semaines maintenant, ce mouvement a été amorcé, amplifié par les anticipations d'inflation. Les points morts d'inflation aux États-Unis sont au-dessus de 2%. Même s'ils ont un tout petit peu reflué depuis le début de l'année. Donc il y a cet espoir, qui est un espoir, parce que c'est une bonne nouvelle. On ne parle pas de 3 ou 4% d'inflation, mais d'inflation légèrement supérieure à 2%. Qu'en fait, la Fed ait raison. Et la Fed ait un succès dans sa politique de réflation et atteigne quelque chose qui soit légèrement au-dessus de 2% pendant une certaine période de temps d'inflation. C'est plutôt une bonne nouvelle. Là où on peut être un peu plus prudent, c'est que ce mouvement s'est fait rapidement. On est à un niveau absolu toujours faible, on n'est pas non plus là à 1,5 ou 2% sur le 10 ans américain, mais qu'il y a un petit emballement et qu'à un moment, l'écart entre cet espoir et la réalité des chiffres économiques et d'inflation soit trop grand et appelle une correction qui aura d'ailleurs des conséquences sur le marché des actions, sur les cycliques, sur la value. Je prends un seul exemple. La vraie inflation aux États-Unis aujourd'hui, celle des services, celle qui est domestique et générée quelque part aux États-Unis, elle est en train de se diriger vers zéro. L'immobilier se porte plutôt bien, mais les loyers baissent. Et donc, on n'aura pas une inflation sous-jacente, un noyau dur, au-dessus de 2%, peut-être même pas tout de suite, ni l'année prochaine. Donc, il y a un moment où il peut y avoir un écart entre cette perception de marché et la réalité économique. Néanmoins, si la Fed a raison, comme vous dites, Frédéric, aidé en plus par une nouvelle enveloppe budgétaire conséquente, si c'était la décision de l'administration et du Congrès américain, si la Fed a raison dans l'idée d'une trajectoire d'inflation qui serait plus soutenable à terme, est-ce que la Fed va devoir préciser à un moment au marché sa stratégie ? Elle achète aujourd'hui 120 milliards de dollars par mois, 80 milliards de dettes et 40 milliards de titres adossés à des créances immobilières. Visiblement, le débat est déjà intense après une première semaine seulement de l'année 2021. Et je m'attends à ce que tout le reste de l'année soit exactement le même. D'ailleurs, avec des similitudes avec la Banque Centrale Européenne. Pourquoi ? Vous êtes dans un environnement intrinsèquement incertain, le vaccin, le virus, ses variantes, ses mutations, l'environnement politique aux États-Unis et la relance et la réponse de politique économique. Il faut du temps.
pour observer les effets de chacun de ces facteurs que je viens de citer. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui drive le marché, qui calibre une pente des taux ou un niveau de taux 10 ans, au moins implicitement? C'est la Banque centrale toujours. Donc exactement comme hier, Brian Hart à la Fed, Bostich, d'autres membres de la Banque centrale et en Europe également, vont devoir venir recalibrer ces anticipations ponctuellement, faire des mouvements de stop and go en termes de communication, dire que non, il ne faut pas désespérer, l'inflation va repartir. Non, au contraire, l'inflation n'est pas en train d'accélérer. On est toujours dans ce régime un peu mou, incertain, et dans cet espoir, seulement un espoir pour le moment, que notre stratégie de réflexion fonctionne peut-être plus tard cette année ou en 2022 ou plus tard. Mais le prochain mouvement de la Fed, le plus probable, Frédéric, c'est quand même de réduire le montant des achats mensuels. C'est là où la probabilité est la plus forte. La probabilité la plus forte, c'est sûr, c'est également notre anticipation. Plus tard que le marché, on ne pense pas chez nous, chez Pictet, que la Fed va réduire la voilure avant la fin d'année plutôt que la mi-année. Mais néanmoins, c'est une probabilité. On peut imaginer des scénarios catastrophes plus négatifs où le virus n'est toujours pas sous contrôle, il y a des problèmes avec le vaccin, il y a des problèmes avec le stimulus, peu importe, et où la Fed, comme l'a dit d'ailleurs Brian Hart hier, pourrait au contraire augmenter la voilure avant de la réduire à nouveau. Ces banques centrales sont dans un mode de réglage fin des conditions financières, de telle sorte qu'elles soient compatibles avec la croissance, avec la soutenabilité de la dette publique, avec la relance budgétaire. C'est un mode qu'on ne connaît pas, c'est un mode différent du QE pur de la grande crise financière de 2008-2009. C'est un nouveau mode de fonctionnement des banques centrales, un MMT soft, en quelque sorte, qui peut durer peut-être des années. Un mot de l'Italie pour finir, Frédéric, et malheureusement, généralement, quand on reparle de l'Italie sur les marchés, c'est pas forcément pour de bonnes raisons, à nouveau pour des questions politiques, de tensions politiques au sein de la coalition. L'ancien Premier ministre Matteo Renzi a confirmé hier qu'il allait retirer les deux ministres de son parti, de son mouvement qui s'appelle Alive, je crois, de la coalition dirigée par Giuseppe Conte. Aujourd'hui, quel est le niveau d'inquiétude par rapport à une situation politique italienne dont on a l'habitude, qui passe souvent par des phases de tension et de crispation, Frédéric ? Le niveau d'inquiétude dans les marchés, et pour ma part d'ailleurs que je partage, est très faible. Et j'essaye de parler de l'Italie aussi souvent que possible quand les choses vont mieux également, parce que c'est important de le souligner. Ne serait-ce que, on parle de la dette publique italienne, elle est certes très élevée. Elle est aujourd'hui plus soutenable, je crois, même qu'avant la crise, selon certaines métriques. La Banque centrale européenne intervient, c'est pas la seule raison, c'est aussi la politique budgétaire en Europe qui a stabilisé les perspectives de marché. Donc oui, il va y avoir des tensions, mais le marché, clairement, et la réaction des BTP a été quasi inexistante depuis quelques jours, voit au-delà de ça que de toute façon un stimulus arrive, que la Banque centrale est là et peut peut-être augmenter ponctuellement le rythme de ses achats d'actifs et de dettes italiennes notamment pour compenser toute forme de tension qu'on pourrait avoir pendant quelques jours. Une nouvelle élection aux États-Unis n'est pas le scénario central là non plus. On peut imaginer qu'un 67e gouvernement italien depuis la Seconde Guerre mondiale se mette en œuvre avec à nouveau une forme de coalition et des compromis. Et ce n'est pas la fin du monde. Le plus important en Italie, encore plus peut-être que dans d'autres pays, c'est la croissance, le retour de la croissance, la réouverture des économies graduelle, certes, mais qui nous remettent dans un chemin de croissance plus soutenable. Merci beaucoup Frédéric pour vos remarques du jour, votre analyse de la situation de marché, de quelques points clés qu'on a pu développer avec vous. Frédéric Ducrozet qui nous accompagnait à distance en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro de Pictet Wealth Management.